Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse de Québec solidaire. Prendront la parole dans l'ordre Ruba Gazal, porte-parole de Québec solidaire, Nancy Boucher, Louise Riendeau, porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, et enfin Kathleen Monrose, coordonnatrice des dossiers politiques pour l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape. Madame Gazal. Merci Victor, merci beaucoup, merci Louise, merci Kathleen, merci beaucoup Nancy d'être ici. On est en plein milieu des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Et ce samedi, 6 décembre, on commémore le 36e anniversaire de la tuerie de Polytechnique. Évidemment, j'aimerais qu'on soit ailleurs, mais malheureusement, il reste encore tellement de travail à faire pour protéger la sécurité des femmes. Il y a 2 mois, le Québec a été secoué par un 16e féminicide, celui de Gaby Renaud. J'ai participé à une marche qui a été organisée par sa sœur Rachel Renaud à Saint-Jérôme. Et c'est là que j'ai rencontré Nancy, puis on s'est échangé nos numéros de téléphone. Je vais lui céder la parole dans un instant, mais juste avant, je veux vous dire ce qui m'a le plus marqué dans la prise de parole courageuse de Nancy. Elle nous l'a dit, elle nous l'a répété, notre système, il est brisé. J'ai été sidérée parce que tout le monde savait que ça allait arriver. Hein, le crime contre Nancy, contre Gaby, mais la justice, elle n'a pas été capable de la protéger. Nancy en sait quelque chose. Je vais lui céder la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Nancy. Je suis une survivante de violences conjugales et ex-conjointe de Jonathan Blanchet. Aujourd'hui, je suis ici pour toutes celles qui n'ont pas de voix, pour toutes celles qui ont dénoncé, mais qui n'ont pas su être écoutées, pour toutes celles à qui on a enlevé le privilège de parler, et pour répondre à une question que beaucoup se posent, comment a-t-on pu échapper avec Jonathan Blanchet? Je vais vous emmener pendant quelques minutes dans la réalité d'une femme qui vit de la violence, pas dans les statistiques, pas dans les dossiers, dans la vraie vie, dans ce qu'on ressent et aux obstacles que la justice nous impose quand on dénonce. Dénoncer, c'est ouvrir sa vie, c'est accepter d'être jugé, critiqué, parfois isolé. C'est revivre sa violence encore et encore. Excusez. Pardon. De revivre la violence encore et encore, mais aussi avancer malgré la peur en espérant une seule chose, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une protection, qu'il y ait une justice. Les femmes veulent être entendues, elles veulent être impliquées dans le processus, elles veulent être écoutées et soutenues, elles veulent se sentir que leur vie compte, elles veulent croire que cette fois, elles seront protégées. Dénoncer un conjoint violent, c'est un acte d'un courage immense et c'est l'un des plus risqués. Pendant 25 ans, Jonathan a traversé notre système comme on traverse une porte tournante. Sa première arrestation remonte en 1999. À son actif, on retrouve notamment 34 dossiers, 76 chefs d'accusation, 14 voies de fait, 9 menaces de mort ou de lésions corporelles, 21 bris de probation, 29 arrêts de procédure, 13 bris de conditions, 3 acquittements et 13 sentences suspendues. Ces sentences sont normalement réservées au premier délit dont Jonathan a bénéficié jusqu'en 2016. Et malgré tout ça, presque rien. Des amendes, des probations, des travaux communautaires, 17 ans de petites tapes sur les doigts. Sa première peine de détention n'est arrivée qu'en 2017. Trouvez l'erreur, il y a une méchante gang qui l'ont échappé. Pas une fois, pas 2 fois, durant 25 ans. Il a recommencé sans arrêt. Ça nous dit long. Le système a protégé l'agresseur plus que les victimes. Il a continué parce que la Cour lui a permis. Et c'est comme ça qu'on crée des multirécidivistes. Imaginez ce que ça représente de voir l'homme qui vous a brisé recevoir chance après chance. À chaque remise, vous perdez du souffle. À chaque chef abandonné, vous perdez la confiance. À chaque
Conditions violées sans conséquence, vous perdez un peu de sécurité. Et à force de perdre, vous avez l'impression de vous perdre vous-même. Durant mes 4 années de couple avec Jonathan, j'ai vu des failles graves dans le système. J'ai vu des ententes entre procureurs et avocats. J'ai vu des remises à répétition. J'ai vu des chefs abandonnés. J'ai vu des changements d'avocats. J'ai vu la violation ignorée. J'ai même vu le choix stratégique de juge pour plaider coupable. Et à chaque fois, la même question revenait. Comment un homme avec un dossier pareil peut-il jouer aussi facilement avec le système? Je reconnais qu'il y a eu des avancées, les tribunaux spécialisés, la poursuite verticale, la formation supplémentaire de policiers, les investissements dans les centres pour hébergement pour femmes, les bracelets anti-rapprochement. C'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le cœur du problème reste intact. Ce sont les juges, les procureurs, les avocats. Ce sont eux qui les remettent, ces hommes, en liberté. Ce sont eux qui leur permettent de jouer avec le système et d'en bénéficier. Pourquoi former uniquement les policiers, pas ceux qui déterminent les peines? Pourquoi les mêmes scénarios reviennent-ils encore et encore lorsqu'on parle de féminicide? Tout est clair. Ce qui ne l'est pas, c'est pourquoi la justice reste aussi passive. Tout est l'arrêt Corbet, les libérations conditionnelles, la libération d'office. Peut-on, s'il vous plaît, remettre ça en question? Excusez-moi. Comment peut-on juger un homme sans regarder son passé, alors que son passé dit clairement qu'il est dangereux? Comment peut-on traiter un multirécidiviste comme s'il en était à son premier délit? Comment peut-on continuer à offrir du 2 pour 1, des peines suspendues, des libérations rapides, des libérations d'office à des hommes qui ne changeront jamais? Comment accepter un système conçu pour aider devienne pour certains un passeport pour recommencer? Je ne suis pas ici pour dire que personne ne peut changer. Je ne suis pas ici pour dire que tous les hommes violents sont irrécupérables. Je suis ici pour dire une seule chose. Il existe des hommes qui ne changeront jamais. Et quand eux ne changent pas, ce sont les femmes qui en paient le prix. Aujourd'hui, je propose de cesser de mettre l'accent sur les réinsertions pour les agresseurs multirécidivistes, de mettre fin aux remises d'audience interminables, que les juges prennent connaissance plus rapidement des dossiers, de retirer le 2 pour 1 en préventif pour les multirécidivistes, de mettre fin à la libération d'office pour les individus à haut risque, d'imposer des peines complètes sans possibilité de remise en liberté au 6e ou au tiers de leur sentence, de créer un registre d'hommes violents, de reconnaître la catégorie criminelle dangereux à contrôler, d'imposer des suivis rigoureux avec les agents de libération conditionnelle, formation en prévention dans les écoles et surtout renverser la loi Corbett. Le cas de Jonathan n'est pas un cas isolé. Il expose des failles graves dans notre système. Si je parle aujourd'hui, c'est pour une raison, pour que d'autres femmes ne vivent pas ce que j'ai vécu. Plus jamais seules, plus jamais ignorées, les femmes méritent un système qui agit, pas un système qui s'excuse, pas une de plus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. À chaque féminicide, on se demande qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter cette mort-là. Le décès de Gaby Renaud est particulièrement troublant. L'auteur avait été accusé 16 fois pour bris de condition. Le traitement des bris de condition est un des éléments qui mine le plus la confiance des victimes dans le système de justice. Dans bien des situations, lorsque les policiers enregistrent une plainte, ils relâchent l'auteur avec une promesse de comparaître. Ce qui veut dire qu'il ne comparaîtra pas tout de suite devant le tribunal, et on prive ainsi le tribunal et l'ensemble des acteurs de la possibilité d'évaluer les risques que cet homme-là comporte. Je parle de possibilité parce que même si le ministère de la Sécurité publique a mis en place un service d'évaluation des risques pour les conjoints violents à l'étape de la remise en liberté, cette évaluation-là, malheureusement, est volontaire. Mais
mieux vaut une évaluation volontaire que pas d'évaluation du tout. En tout cas, c'est du moins ce qu'on se dit. Si le conjoint est remis en liberté avec une promesse de comparaître, pour plusieurs, c'est comme s'il n'y avait pas de conséquences. Alors, ils ont le sentiment de gagner sur leurs victimes, de gagner sur le système de justice aussi. Et ça augmente leur sentiment de légitimité d'utiliser la violence et ça fait qu'ils sont davantage dangereux que d'autres contrevenants. Il faut se rappeler que quand un conjoint est arrêté pour violence conjugale, quand il y a des premières accusations, souvent c'est quelqu'un qui a commis plusieurs agressions qui n'ont pas nécessairement été rapportées. Certaines peuvent être des infractions au code criminel, d'autres peuvent être des manifestations de contrôle coercitif qui sont toujours pas criminalisées. Le comité d'examen des décès liés à la violence conjugale qui relève du bureau du coroner, dans son deuxième rapport, rappelait que dans toutes les situations qui ont été étudiées, il y avait des antécédents de violence conjugale contre la partenaire et dans le quart des situations, il y avait eu des antécédents face à une autre conjointe par le passé. Donc, avant de remettre en liberté un auteur de violence conjugale, il faut faire une évaluation sérieuse des risques pour la sécurité de la victime. Pour ça, il faut mieux former les policiers, il faut leur donner des directives claires pour procéder à cette évaluation-là. Et dans les cas de bris de condition, nous, on pense que dans tous les cas, les contrevenants devraient comparaître détenus, ce qui donnerait une chance au système de faire l'évaluation dont je vous ai parlé. Par ailleurs, pour que ça fasse une différence, il faut aussi rappeler au procureur l'importance de signaler au tribunal les risques, l'évaluation qui a été faite, les craintes de la victime, la présence de contrôle coercitif. Il faut aussi les encourager à l'utiliser, à la demander l'évaluation qui est possible à l'étape de la remise en liberté. Et si les conjointes ont des craintes, si elles hésitent à collaborer, il faut les réseauter avec des ressources qui vont les aider à mettre en place un filet de sécurité, qui vont les aider à persévérer et donc qui va peut-être nous amener à une issue de procès qui aura des conséquences. Tout ça, c'est déjà dans les directives du DPCP, mais avec la surcharge de travail qu'on constate chez les procureurs, il est possible qu'à l'heure actuelle, ils baissent la garde. Tout ce dont je vous parle se passe avant procès. Mais il faut de la cohérence d'un bout à l'autre du processus. On apprenait dans la presse hier qu'il y a eu des directives de donner aux agents de probation pour faire moins d'évaluation des risques auprès des contrevenants, quand les peines sont de 9 mois et moins, de plus communiquer systématiquement avec les victimes pour savoir s'il y a des changements, si les conditions sont respectées. Alors que nous, on revendique une meilleure évaluation des risques pour la sécurité des victimes au début du processus judiciaire, on apprenait hier qu'au fond, ceux qui sont trouvés coupables, on va moins les évaluer. Donc, c'est un peu comme si la main gauche ne savait pas ce que fait la main droite, et c'est d'autant plus surprenant que M. Legault a dit qu'une de ses priorités à l'ouverture de la nouvelle session, c'était la sécurité. Donc, on se dit, il faut vraiment que les bottines suivent les babines et qu'on soit cohérent avec ça. Donc, si on veut vraiment assurer une meilleure sécurité des victimes, on ne peut pas faire d'économies sur leur dos. On a besoin de mieux évaluer les conjoints violents pour s'assurer que les mesures qu'on va prendre vont assurer la sécurité des victimes. On a besoin de formation, de directives pour tous les acteurs judiciaires et on a besoin de suffisamment de personnel pour que les policiers, les procureurs, les agents correctionnels travaillent en cohérence du début à la fin du processus judiciaire.